Donc c'est parti. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation donc d'Erwan Contal. Donc moi je suis Julien Maurice, l'animateur de la cartographie des talents pédagogiques. Donc sachez que ce webinaire est proposé justement par le collectif, je dirais, de la cartographie des talents pédagogiques. Alors si jamais d'ailleurs vous souhaitez être au courant un petit peu de toutes les actualités de ce collectif, donc il y a un site, c'est cartotalent.fr. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, vous créer un compte. Et du coup, moi, j'envoie également des newsletters assez régulièrement. Bon, ceci dit, parfois, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est ouvert également à tout le monde et je communique également via les réseaux sociaux, eh bien, toutes les informations sur ce qui se passe sur les webinaires. Alors aujourd'hui, donc, on a la chance d'accueillir Erwan Contal. Alors, je suis très content en fait de pouvoir accueillir Erwan, tout simplement parce que j'ai vu également, un petit peu, on va dire en premium, cette présentation lors d'un webinaire, un webinaire, c'est un séminaire qu'on organise à l'IMT. Et puis Erwan nous a présenté justement sa méthode pédagogique en fait liée à tout ce qui va être accompagnement des étudiants par le projet finalement. Et on a décidé en fait de vous proposer donc cette présentation de Carte au Talent sur cette thématique-là aujourd'hui. Donc Erwan, pour information, est enseignant donc à l'ENIB, en fait, École nationale d'ingénieurs de Brest. Et donc, en gros, l'idée, ça va qu'il va nous présenter donc son expérience par rapport à la massification, je dirais, de la mise en place de la pédagogie par projet. Donc, ça va être vraiment passionnant. Donc, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est que ça va durer, Erwan, à peu près, tu me disais 15-20 minutes, en gros. Et puis, un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Et ensuite, après, l'idée, c'est vraiment d'échanger ensemble. Je sais qu'il y a pas mal de personnes ici qui gèrent des projets étudiants, etc. Donc, c'est vraiment l'idée après de partager et d'échanger. Sachez que ce webinaire est enregistré, donc voilà, ce sera rediffusé. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez activer vos caméras, c'est possible. Mais ouais, sachez que tout ça est enregistré. Voilà, écoutez, Erwan, je vais te laisser du coup prendre la main. Je vois que tu prends l'initiative. Tu as sans doute peut-être un petit diapo, sans doute voilà, parfait. Oui. Ça va, là on le voit, on Vous voit le tout ce voyez qu'il là? faut. Tu peux même mettre en plein écran du coup là, et c'est parfait. C'est bon? C'est bon pour moi. Ok, écoute, Euh, c'est à toi, Erwan. Bon, alors bonjour à tous. Je vais vous présenter donc ce que j'ai mis en place. C'est de la classe inversée par projet. Donc je vous ai mis une petite photo avec l'équipe de direction qui me soutient dans cette innovation pédagogique. Il y a moi au milieu, donc le barbu avec les lunettes. Donc comme l'a dit Julien, je suis à l'École nationale d'ingénieurs de Brest, donc au bout du bout. On est une école technique généraliste en 5 ans. Donc, jusqu'à l'année 2015, je faisais des cours classiques qui marchaient plutôt bien, plébiscités par les étudiants. C'était extrêmement bien réglé. Ça marchait comme sur des roulettes, tant et si bien qu'en fait, je gommais toutes les difficultés. Et du coup, quand je voulais réutiliser les compétences vues par les étudiants dans mon cours, 1 ou 2 ans après, il n'en restait pas grand-chose. Donc, j'étais assez perplexe et sans solution. Jusqu'au jour où on a invité le CESI, donc c'est l'école d'ingénieurs par alternance, qui fait tous ses enseignements par projet, donc qui s'appuie sur une méthode agile, de type agile, et donc ils m'ont présenté leur façon de faire, et j'ai vu les étudiants qui étaient extrêmement motivés, l'équipe enseignante aussi, et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Alors le CESI, c'est une grosse structure. Je me suis dit, je vais l'arranger à ma sauce, avec une petite structure. C'est-à-dire que j'ai transformé tous mes cours en l'espace de 2 ans, en conservant toutes les compétences techniques des cours anciens, et j'ai rajouté les soft skills, donc tout ce qui est compétences autour de la prise de parole, de la synthèse écrite et orale, de la restitution. Alors je me suis transformé en monsieur recyclage. J'ai repris mes anciens cours, j'ai rajouté, donc je les ai mis en ligne sous Moodle, j'ai rajouté des exercices corrigés, et puis toutes les parties qui posaient problème dans le cours classique, donc les parties théoriques un petit peu complexes, à disposition pour les étudiants. Concrètement, voilà comment ça se passe. Je travaille avec des groupes de 36 étudiants et je crée aléatoirement des équipes de 4, donc 9 équipes de 4.
Et chacun a un rôle, et ce rôle est tournant d'une séance à l'autre. Donc, premier rôle, c'est le planificateur. À partir du projet, je donne donc une liste de tâches à effectuer, et donc ils doivent les répartir sur les 14 semaines du projet, à raison de 2 fois 1h30 par semaine. Ce projet, donc ce planificateur, utilise un Gantt et qui va remettre à jour régulièrement et puis qui va passer à son collègue lorsque les rôles tournent. Deuxième rôle important, c'est le rapporteur. Donc lui, il va synthétiser le travail de ses collègues et il va me rapporter ce travail pendant 10 minutes, toutes les semaines. Et donc, une fois qu'il est passé, ça passe à un de ses collègues. Donc il vient me voir, il doit restituer et ensuite il doit retranscrire ce que j'ai dit à ses collègues, tout ça à l'oral, en s'appuyant sur un carnet de projet où tous les documents vont être rédigés proprement. Le travail de groupe donc s'effectue en présentiel ici, vous voyez les 4 étudiants, mais au semestre dernier, on a testé le tout distanciel, ça fonctionne aussi. Et ce semestre, pour éviter d'avoir 36 étudiants dans la même salle, je fais du mi-présentiel, mi-distanciel qui marche très bien. C'est-à-dire qu'en présentiel, j'ai le rapporteur et le planificateur. Et en distanciel, donc ils communiquent, ils ont mis en place donc un chat via Rocket. Ils ont un drive dans lequel ils mettent tous leurs documents. Et donc ils communiquent entre eux. Et ça les oblige donc à augmenter cette communication et à augmenter donc l'intensification des informations vers le rapporteur. En plus, il y a une partie de rapport d'activité personnelle, c'est-à-dire que chaque étudiant, après chaque séance de travail, que ce soit en cours ou en dehors des cours, il doit inscrire donc ce qu'il a fait lui-même, ce qu'il a apporté au projet, avec les problèmes, les difficultés qu'il a rencontrées, les solutions mises en place. Le sujet du projet. Donc, dans mes cours classiques, à la fin, j'avais un gros devoir de synthèse. Eh bien, j'ai recyclé ces devoirs de synthèse et c'est devenu mon sujet de projet. C'est-à-dire que lorsque mes étudiants arrivent, la première fois qu'ils me voient, je leur donne le sujet du projet. Et comme c'est une classe inversée, en ressources, il y a tout mon cours. Donc ici, ce sujet, je l'ai adossé sur une maquette pédagogique instrumentée. Donc pour la petite histoire, c'est une potence, vous avez un moteur qui met en rotation un système avec un cône qui peut s'incliner librement. Et donc, à partir d'une certaine vitesse critique, le cône s'incline. Voilà. Ils ont donc un thème qui va balayer toutes les compétences que je voyais dans mon cours ancienne version. Ils ont donc une modélisation à faire, une schématisation, et puis je leur donne une trame pour réaliser ce programme, ce qui va permettre de remplir leur planning. On en arrive donc à l'entretien avec le rapporteur. Donc c'est 10 minutes en tout. Je commence par lire la synthèse que j'ai faite avec le rapporteur de la semaine d'avant du même groupe. Ce qui fait que je remets en place ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, et mes attentes pour cette semaine. Le rapporteur donc répond aux questions de la semaine dernière, puis il m'expose son travail de la semaine, 5 minutes à peu près. Et pendant les 5 autres minutes, on a une discussion ouverte. Donc ça, c'est la partie la plus intéressante, c'est-à-dire que ça va permettre de discuter d'égal à égal avec l'étudiant et d'avoir vraiment une discussion technique sur les sujets, sur ces questions, les problèmes remontés par le groupe, comment interpréter les résultats. C'est extrêmement formateur et c'est très enrichissant. Alors, une séance, comment ça se passe? En tant qu'enseignant ponctuel, donc j'arrive à l'heure évidemment, et quand j'arrive, aux surprises, les étudiants sont déjà en îlot, à leur poste, ils sont déjà en train de travailler. Donc ça, c'est la grande nouveauté avec ce mode projet en classe inversée, c'est que les étudiants sont beaucoup plus impliqués, ils savent ce qu'ils ont à faire,
Et donc, ils ne sont pas là à discuter avant que j'arrive, ils sont déjà au boulot. Donc, je commence par un tour de table, je regarde, je passe de groupe en groupe. S'il n'y a pas de questions, ben, je ne m'arrête pas. Et puis, s'il y a des questions, j'y réponds. Et dès que le flot des questions se tarit, j'appelle un rapporteur et c'est parti. Et entre deux rapporteurs, je me laisse du temps pour répondre aux éventuelles questions des équipes. Au niveau de l'évaluation, je suis passé au 100% oral. Donc pourquoi? C'est pour avoir un retour en continu des problèmes des étudiants et pour pouvoir leur apporter la réponse au moment où ils en ont besoin. Pendant le rapport, donc quand le rapporteur vient, je rédige un rapport d'audition avec le rapporteur pour qu'on soit bien d'accord sur ce que je rédige. C'est ce que je lirai au rapporteur de la semaine d'après et c'est ce qui va donner une note de groupe. C'est-à-dire que ce que va me raconter le rapporteur, c'est la note qui va concerner tout le groupe. Alors, je ne lui donne pas une note. La note, elle est pour moi. Je lui donne une appréciation. Insuffisant, ça passe, bien, très bien. J'évite les notes pour éviter la course aux 10 et puis pas plus, donc pour qu'il soit continuellement motivé. Ensuite, il y a la note du rapport d'activité personnelle. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, c'est mis sous forme de tableau. Vous avez la date, savoir si le travail est fait en dehors de la séance ou pendant la séance. Le descriptif des tâches, les problèmes rencontrés, les solutions apportées, et puis le temps passé hors séance. Alors, je suis très pointilleux là-dessus. Ce sont des projets de 42 heures et je leur interdis de travailler plus de 21 heures chez eux. Pas moins, mais pas plus. Donc on dit souvent que le projet, ça prend énormément de temps et beaucoup d'énergie. Là, je suis extrêmement strict là-dessus. S'ils dépassent cet horaire-là, c'est malus. Donc ils sont au courant et ils savent que s'ils n'ont pas le temps de finir le projet, ben c'est que soit ils s'y sont mal pris, et dans ce cas-là, on regarde au niveau des problèmes rencontrés, des solutions apportées, on fait une analyse. Soit c'est que le problème était trop long et qu'ils ont traité les points principaux. L'évaluation finale, donc ça se passe comme un rapport, un petit peu plus long, un quart d'heure, et devant tout le groupe. Donc ça, c'est la photo en haut à droite. Ils m'exposent donc le travail à partir des documents qu'ils ont rédigés dans leur classeur de projet au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de rapport final qui est lourd et qui prend beaucoup de temps. Ça, c'est terminé. C'est juste donc un oral entre l'équipe et moi. Et puis le meilleur groupe, donc je les ai prévenus la semaine précédant l'évaluation finale, que c'était eux les meilleurs. Le meilleur groupe va nous faire une présentation à tous devant la classe. Alors là, c'est un petit peu plus élaboré, c'est un PowerPoint, ils y passent un petit peu plus de temps. Ça va permettre aux autres groupes de voir tous les points qu'ils auraient pu traiter, s'ils étaient allés au bout du projet. Et puis à moi, ça me permet aussi de faire une correction en direct pour les autres et d'appuyer sur les points importants du projet. À la fin, étudiant, par équipe de 4, de rédiger l'évaluation des enseignements. Alors c'est anonyme, ça ne rentre pas dans la note, évidemment, je le précise. Et puis je leur demande d'argumenter, évidemment, pour avoir des possibilités d'amélioration. Et ce qui en ressort, côté étudiant, c'est une très grande liberté. Ils sont vraiment ravis déjà d'être maîtres du temps. Donc ils s'organisent comme ils veulent. Ils connaissent les objectifs à l'avance, donc ils ne sont jamais pris en traite. Ils savent qui va passer en rapporteur, donc ils se sont préparés avant. Ils ont pu préparer leurs documents. Certains, la liberté, ça leur fait peur. C'est moins cadré, mais bon, c'est la vie. Il faut prendre sur soi. Il faut apprendre à discuter aussi en tête-à-tête avec un enseignant. C'est pour ça que je leur apprends qu'avoir des documents bien rédigés, ça peut être utile. Et puis pour ceux qui ont peur de ne pas avoir vu tous les chapitres du cours, eh bien en fait, lorsqu'ils passent rapporteur, sans s'en apercevoir, ils passent en revue tous les chapitres du cours et c'est leur collègue qui leur explique.
Côté enseignant, un vrai bonheur. J'ai changé de posture. Avant, c'était moi qui bossais. Et puis, une fois que j'avais fini mon tableau, ils venaient, ils prenaient une photo avec leur téléphone, qui ne regardaient jamais d'ailleurs. Maintenant, c'est eux qui travaillent. Donc, je vous ai raconté, j'arrive en début de cours, ils sont déjà au travail. Ils sont demandeurs. Donc, je ne vais les voir que s'ils me posent des questions. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils me posent une question, ils attendent une réponse. Quand ils n'ont pas compris, eh bien, ils insistent jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et alors ça permet d'avoir donc un retour et un alignement pédagogique en direct que je trouve extraordinaire. Au bilan, eh bien, personnellement, je ne retournerai jamais en arrière. C'est vraiment le mode d'enseignement qui me plaît et qui me correspond. J'ai changé de métier, en fait, depuis que je suis passé à ce projet en classe inversée. J'ai un contact avec les étudiants qui est en direct, donc je sais exactement quels problèmes ils rencontrent. J'arrive à répondre à leurs attentes en direct. J'ai évacué tout le problème des évaluations avec les copies qu'on rend 15 jours après, où ils s'intéressent qu'à la note, la correction, ils s'en fichent et puis ils oublient après. Et donc, c'est vraiment que du bonheur. Voilà, j'ai fini ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et puis maintenant, je vous laisse pour les questions. Alors, par contre, je ne sais pas comment je quitte. Je ne sais pas comment je quitte. Julien, au secours. Ok, parfait. Ça va, c'est parfait. Merci. Alors, je vais mettre ça en vignette. N'hésitez pas d'ailleurs pour la petite partie, merci Erwan pour ta présentation. N'hésitez pas à activer vos vidéos si vous voulez pour cette partie un peu discussion, un petit peu entre nous, on va dire. Alors, si déjà quelqu'un peut-être a des questions comme ça à chaud sur la présentation d'Erwan, ben, allez-y, c'est parti. La parole est à vous. Oui, bonjour, moi je veux bien ouvrir le feu avec les questions et d'abord merci Erwan pour cette présentation. C'est inspirant pour moi, je suis curieux, je pense que je pourrais transposer ça dans mes enseignements. Je suis enseignant dans l'UT, donc thématique scientifique également. J'avais deux questions peut-être pour commencer. C'était la question des ressources en classe, donc en classe inversée. Oui. Donc je voudrais savoir un petit peu enfin j'imagine que tu mets tout ce qui était tes cours avant à disposition sur Moodle. Exactement. Est-ce que tu as dû transformer tes enseignements? Oui. Alors ça, j'ai oublié d'en parler. En fait, je donne donc une chronologie pour l'avancement du projet. Et du coup, j'ai inversé les chapitres de mon cours pour que ça suive cette chronologie. En plus, j'ai rajouté des exercices corrigés, donc qui n'étaient pas dans le cours originel. Et comme je l'ai dit, j'ai rajouté des vidéos personnelles pour illustrer des exemples qui permettent de mieux comprendre les points délicats que j'étais obligé d'expliquer donc dans la version classique du cours. D'accord. Et donc, est-ce que tu arrives à couvrir l'ensemble des questions avec ces ressources ou est-ce que tu dois compléter en permanence ce que j'imagine qui m'arriverait, moi? En fait, si jamais j'ai des questions récurrentes de tous les groupes, au lieu d'avoir à répéter à chaque fois, je me permets de faire un point au tableau. Et pour le semestre d'après, j'essaie de faire une vidéo sur le point à expliciter et donc que je rajoute au cours. C'est-à-dire que mon cours, il est vivant, il évolue au fur et à mesure des semestres, des difficultés qui apparaissent. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques par rapport à… Merci Erwan. Moi, j'avais justement une question par rapport à ça. Est-ce que du coup, pour toi, c'est un petit peu je dirais, la seconde partie, enfin, est-ce que c'est possible de faire ce que tu fais en étant un enseignant qui débute complètement? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de contenu, tu vois? Je vois ça. Coucou. Ah, il y a un micro qui s'est activé. Parce qu'en fait, ce que je me disais, Oui. c'était que toi, tu as créé beaucoup de contenu en fin de compte. Du coup, tu te sers de ce contenu-là dans le cadre de ton inversion de cours. C'est un petit peu, je dirais, la partie connaissance
que tu as créé. Après, les Oui. compétences, tu les développes en cours. Mais si on n'a pas ce socle-là, est-ce que, par exemple, c'est possible d'envisager que la personne se serve, je ne sais pas, d'un MOOC ou d'une ressource extérieure? Parce que c'est ça, un des enjeux difficiles aussi, c'est de se resservir Oui, de ressources externes. Et toi, pour le coup, c'est tes ressources à toi, quoi. oui. Alors, je vais répondre en partie à ta question. En fait, ce que je fais, c'est que je crée ces cours et ensuite, j'invite des collègues à me rejoindre. C'est-à-dire que là, je vous ai dit que c'était des groupes de 36 et on a 4 groupes de 36 par promo. Les autres groupes pour passer dans cette méthode-là. Donc, je sais que je n'ai pas répondu à ta question. Deuxième demi-réponse, on a une ATER cette année, donc qui a déjà enseigné, mais pas ce cours-là, et donc qui a 2 ans d'enseignement, mais d'ATER, donc c'est des petites parties d'enseignement, et donc qui est enseigné de façon classique. Et je l'ai invité dans mon cours et s'y est mise très facilement. Alors, reste le problème de la ressource, effectivement. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les MOOC parce que ce sont des cours que je ne me suis pas appropriés. J'aime bien travailler sur mes propres documents. C'est pour ça que je tourne mes propres vidéos. Mais ça, c'est lié à ma personnalité, à ma façon de travailler. Je pense qu'effectivement, on peut s'appuyer sur un cours déjà existant pour passer dans ce mode-là. Voilà. D'accord, très bien, parfait. J'ai un temps de cours, parce que là vous parlez de 42 heures, parfois on n'intervient que sur 15 heures. Alors, est-ce que vous pensez que c'est transposable? Oui, donc j'ai deux modèles de cours, c'est 21 heures ou 42 heures. Donc 21 heures, ça passe très bien. Ça passe d'autant plus que le volume hebdomadaire est important. Donc là, je vous ai dit que j'avais 6 heures par semaine. 3 heures par semaine. J'ai un autre cours où j'ai 6 heures par semaine. Et c'est vrai que plus le nombre d'heures est important, mieux ça passe parce qu'ils sont plus dans le projet et donc ils sont beaucoup plus motivés. Après, descendre en dessous de 21 heures, c'est possible, mais on va être obligé de plus les guider, de leur laisser un petit peu moins d'autonomie parce que dans 42 heures, on peut se permettre de les laisser explorer des fausses pistes, d'aller voir des chapitres qui sont moins importants pour le projet. Si on a moins d'heures, on peut moins se le permettre, mais je pense que c'est possible, oui. Sur une quinzaine d'heures, c'est possible. Merci. Il y avait Charlotte qui avait une question autrement. Charlotte, si tu peux prendre la parole. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question sur le séquencement, donc sur les 21 heures ou les 42 heures. Là, vous venez d'en parler un petit peu, mais c'était pour avoir des précisions. Est-ce que séance par séance, vous avez précisément explicité l'objectif, à la fois l'objectif et les ressources qu'il faut utiliser, ou est-ce que c'est complètement libre, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont à leur disposition l'ensemble des ressources pédagogiques et à eux de séquencer sur les 42 heures pour pouvoir répondre ensuite à la question posée? Oui, c'est entièrement libre. Donc, je leur donne par contre la liste des tâches, donc je les guide, mais je leur laisse la liberté de les placer dans le planning à leur convenance. D'accord. Par contre, je suis très regardant sur le planning et je les mets en garde que si jamais ils ont du retard, il faut absolument qu'ils mettent un coup de collier maintenant et pas à la fin du projet. Donc, il faut être très, très vigilant là-dessus pour éviter les dérives. Mais oui, c'est un point important. Ils ont la gestion du temps. Et les tâches, vous pourriez donner un exemple de tâches? Est-ce que c'est des tâches Oui, un exemple de tâche, juste pour que ça soit un petit peu plus concret. Donc, dans le projet le projet que je vous ai présenté, au départ, il faut décrire le mouvement. Donc, il faut sortir les équations de mouvement de notre système. Ça, c'est la première tâche.
D'accord. Donc, c'est vraiment des étapes de la démarche scientifique qui permettent de répondre aux problèmes, en fait. C'est ça. Okay. Donc, ils ont l'impression d'être en totale liberté. En fait, c'est de la liberté surveillée. C'est-à-dire que je leur donne quand même la trame, mais après, à eux de s'organiser dans le temps pour les... D'accord. Et il n'y a pas du tout d'indice sur il faut utiliser telle section de tel chapitre? Non. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, je réordonne mon cours pour que les chapitres du cours soient dans l'ordre chronologique du projet. Donc, je leur dis, vous travaillez prioritairement sur le projet, parce que vous savez faire des choses déjà, vous avez des prérequis, et dès que vous bloquez, vous allez chercher la ressource. Dès que la ressource vous a débloqué, vous repassez sur le projet, et donc ils balancent de l'un à l'autre, recherche de ressources, avancée du projet. Ok, très bien, merci. Ouais. Merci. Alors, il y avait Claire. Alors, j'ai un petit lag moi, sur mon ordinateur. Si vous me voyez filer, c'est normal parce que je me rends compte que je ne me suis pas mis en filaire, mais en Wi-Fi comme quoi, bref. Alors, il y a Claire qui avait une question. Claire, je t'en prie, si tu peux prendre la parole. Oui, bonjour. Moi, j'ai des questions concernant l'évaluation. Je voulais savoir si vous utilisiez une grille critériée et notamment si vous si vous êtes plusieurs intervenants à accompagner les étudiants, si vous partagez un élément, une grille ou quelque chose pour l'évaluation finale ou l'évaluation au fil de l'eau. Et une autre question, est-ce que vous avez envisagé de mettre en place un système de portfolio pour que les étudiants puissent déposer des preuves, comme vous avez découpé vraiment, j'ai l'impression, votre enseignement sous forme de tâches. C'est une idée qui m'est venue comme ça à vous écouter. Oui, alors je suis désolé, j'aurais dû en parler du portfolio, c'est complètement sorti de ma tête. Effectivement, en fait, tout repose sur le portfolio. Alors, je n'ai pas employé le mot, mais dans le portfolio, il y a une partie classeur de projet, où effectivement tous les documents vont être archivés. Il y a une partie planification, donc un onglet planification, et les rapports personnels qui apparaissent aussi dans les portfolios. Donc c'est effectivement sous forme d'un portfolio. Je suis désolé, ça m'est sorti de la tête. Vous utilisez quel portfolio? Alors, l'outil qui est développé dans l'école, c'est Mahara. D'accord. Voilà. Et pour répondre à la première question, donc pour l'instant, en fait, je n'ai pas de grille critériée. Par contre, c'est un objectif parce que je n'évalue pas encore par compétence. Mais dès que l'évaluation par compétence va arriver, incessamment sous peu, je vais passer à une grille critériée. Et donc, ce mode de travail permet effectivement de travailler à plusieurs enseignants. Malheureusement, je suis assez seul. Donc, j'arrive à inviter des collègues à partager mon cours. Ça marche assez bien. Par contre, eux ne modifient pas leur cours. C'est assez dommage. Et dans les autres disciplines, je n'ai pas encore réussi à faire des adeptes. Donc, je fais beaucoup de pubs, mais ils trouvent ça très intéressant, mais très peu s'y mettent. Voilà. Même quand tu leur montres la photo où tu as les jambes sur ta table, ça les intéresse pas. Je me suis dit que c'était assez vendeur. Mais juste pour rebondir par rapport à la question du portfolio, ceci dit, Erwan, quand tu parles de Mahara, toi tu utilises plutôt un simple Google Doc, non? Oui, alors en fait Mahara, c'est ce qui est préconisé donc dans la politique de l'école. Je travaille avec donc la responsable du CRD sur ce portfolio Mahara, mais pour un projet, disons, plus classique, qui n'est pas en classe inversée. C'est vrai que pour ma classe inversée, j'utilise plus un outil de type Drive. Ouais. Mais où on retrouve les mêmes onglets qu'en utilisant Mahara, c'était pas. Mais je trouve que c'est assez important de le préciser quand même parce que c'est vrai que Mahara, c'est quand même, ça fait un peu usine à gaz parfois, ça peut faire peur en fait par rapport à cette notion de portfolio. On a l'impression qu'il faut quelque chose de très complexe techniquement, alors que parfois juste un drive bien organisé,
ça fait le job. Après, que ce soit Google ou autre, ou Frama, peu importe. Mais je pense que c'est quand même important de préciser que c'est pas compliqué de demander aux étudiants de faire un portfolio. Et surtout que ce sont les étudiants qui m'ont fait découvrir le Drive. En plus, c'est leurs outils. Eux, c'est vraiment leurs outils. Super. Il y a Colline qui avait une question. Colline, si tu peux activer ton micro. Oui. Merci d'abord, Erwan, c'était très intéressant. J'avais une question sur les horaires. Je trouvais très bien que vous m'entendez, oui? Oui. Ouais. Que tu limites le temps et dit il faut rester dans la 42 heures. Ça inclut regarder les vidéos aussi. Ah oui, tout Alors, inclus. Le vidéo, il est combien d'horaires de vidéos en total? Ce sont des vidéos entre 5 et 7 minutes. Et je dirais que dans un cours, il doit y en avoir présentiel et plus 21 heures, tout compris. Tout compris. Ok. Non, merci. Merci. C'est vrai que c'est un point qui est important, ce côté-là, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, des enseignants qui sont très moteurs, très motivés, qui mettent en place des projets comme ça, alors du coup, ils vont créer une énergie très forte auprès des étudiants, donc les étudiants vont beaucoup s'impliquer, mais parfois, c'est au détriment d'autres matières à côté. Et je trouve que c'était une grande originalité de ce que tu as présenté aussi, de vraiment tenir compte du temps, et parce que finalement… on ne se rend pas compte que il n'y a que 24 heures d'une journée, et c'est vrai que parfois si tout est en projet, avec des projets qui prennent énormément de temps, mais on s'en sort plus, et du coup c'est au détriment encore une fois d'autres matières. Donc là c'est vraiment, je trouve que c'est respectueux aussi finalement pour les autres enseignants quelque part, d'avoir vraiment délimité comme ça ce timing. Oui, et je suis assez strict en plus, c'est par semaine, c'est-à-dire que 42 heures, ça fait 3 heures par semaine. Et ça, je leur dis, là, tu as travaillé moins de 3 heures cette semaine, tu me dois du temps. Ou au contraire, là, tu as fait 4 heures, la semaine prochaine, tu dois en faire moins. Et donc, ça évite… Ouais. Et dans ton calcul, c'est ce que tu me disais, en gros, mais d'ailleurs, c'est quelque chose qui est plus ou moins formalisé. En gros, 3 heures de cours, ça correspond à 1 heure on ajoute 1 heure et demie de travail chez soi. Donc, c'est-à-dire que 50% du temps passé en cours ou, entre guillemets, dans les emplois du temps, demande la moitié du temps en travail personnel. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose je pense que c'est une espèce de loi qu'on peut, entre guillemets, formaliser, enfin qui est plus ou moins d'ailleurs inscrite dans les textes, finalement. Oui. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas conscience de ça, tout le monde n'a pas ces infos-là, mais c'est vrai que c'est quand même, on peut être en droit d'exiger ça. Et je trouve que c'est un bon ratio, finalement. Le temps qui consulte les vidéos, des choses comme ça. Et effectivement, c'est intéressant de le formaliser comme ça. Oui, Véronique. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Erwan. J'ai une question par rapport aux 10 premières minutes quand le rapporteur vient présenter le travail du groupe. Est-ce qu'il le fait, donc il le fait oralement, mais est-ce qu'il monte des productions de ses camarades? Oui. Donc, il y a un classeur de projet où donc tous les documents synthétisés sont archivés. Et donc, c'est ce qui va rester en fait à la fin du projet. Donc, chacun va se séparer. Et donc, ils vont récupérer chacun ce classeur de projet où il y a la trame du projet avec les grandes étapes principales rédigées proprement, donc de façon informatique. Et donc, à la fin, il leur reste une trace de ce qu'ils ont fait. Mais dans les 10 minutes, le rapporteur vient présenter les travaux des uns et des autres. Ah oui, tout à fait. Il est là pour synthétiser le travail de tout le groupe. Et c'est pour ça que c'est une note de groupe qui en ressort. D'accord, parce que moi, j'enseigne en BTS, donc j'ai des petits groupes et mes séances vont faire simplement 8 heures ou 10 heures, mais je vais quand même adapter ça. Est-ce que ce rapporteur vient en début d'heure ou est-ce qu'on peut le faire aussi en fin d'heure? Est-ce que c'est pas forcément, ça peut être flex? Oui, il faut, en fait, j'ai adapté ma méthode au fur et à mesure. Au départ, je mettais des règles très strictes et en fait, ça bloquait tout le monde. Donc, j'arrive dans mon cours, je commence par répondre aux questions et dès qu'il n'y a plus de questions, j'appelle le premier rapporteur. Alors, il y a un ordre qui est préétabli, ils savent qui va passer en premier. Et donc, dès que j'ai plus de questions, je passe un rapporteur. Quand le rapporteur est passé, je lève la tête.
S'il y a des questions, je me déplace, je vais répondre. Dès qu'il n'y a plus de questions, je passe un nouveau rapporteur. Et donc, si j'ai passé, par exemple, 3 rapporteurs dans la séance, eh bien, j'en ai passé 3. La séance d'après, j'en passerai peut-être 4 ou que 2. Et donc, ils le savent, en fait. Vu qu'il y a un ordre, ils ne sont pas étonnés. Ils disent, je ne suis pas passé cette séance-là, c'est pas grave. Je serai le premier sur la liste d'après. Et ça fait une grande flexibilité, ce qui fait que je me rends extrêmement disponible pour les étudiants. C'est, à mon avis, le plus important. Et j'ai une deuxième question. Je me permets, je dis. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu commences, moi je ne suis pas du tout dans l'aspect technique, hein, on est plutôt sur les assistantes managers. Donc tu as dit au départ que ta problématique devient le sujet de ton projet. Voilà, c'est ça. J'ai marqué sujet, c'est le projet. Donc, est-ce que tu poses une problématique et après tu donnes les ressources? C'est ça? C'est ça. Hein? C'est-à-dire que dans mon cours classique, j'avais donc un devoir final de synthèse. Et donc, dans ma classe inversée, ce devoir final de synthèse devient en fait mon sujet de projet. Donc, ils commencent par découvrir le sujet de synthèse. Donc, ils s'aperçoivent qu'ils ne savent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les compétences. Et c'est là donc qu'ils sont obligés d'aller rechercher dans le cours ressources. Donc, en fait, je m'appuie toujours sur leurs demandes. Ils sont demandeurs à chaque fois. Alors, attends, est-ce que tu peux reprendre? C'est-à-dire que tu donnes ta théorie et après, tu leur fais trouver une problématique possible pour arriver à ces solutions-là. Non. Pas tout à fait. Je leur pose un problème. Donc, je leur... j'ai du mal à m'exprimer. Le sujet que je leur propose pour le projet, c'est un sujet qu'ils ne peuvent traiter que s'ils ont vu l'intégralité du cours. Mais par contre, ils vont pouvoir le traiter petit bout par petit bout en découvrant le cours chapitre après chapitre. Pédagogie par problème, un peu, c'est ce qu'on appelle ça comme ça un petit peu. Oui. Effectivement. D'ailleurs, par rapport à ça, je me permets, du coup, Véronique, mais tu n'hésites pas si tu avais d'autres questions. Il y a un point que tu n'as peut-être pas dit, c'est qu'à l'origine, pourquoi tu es passé à ce mode-là, c'est que tu avais l'impression que même si les étudiants aimaient bien tes cours, tu as l'impression qu'il ne leur restait pas grand-chose après. Oui. Et du coup, tu t'es dit, s'il y a un problème, c'est que les compétences ne sont pas quelque part solidifiées. En tous les cas, c'est qu'ils n'arrivent pas, quelques années plus tard, à se souvenir quelque part de ce qu'ils ont développé comme compétences. Et là, tu pars d'une hypothèse maintenant que via cette nouvelle type de pédagogie, ils vont en garder plus. Est-ce que tu peux un petit peu… Oui, donc disons que la forme du cours classique, je faisais ce cours-là depuis un certain nombre d'années, il roulait très bien et du coup, inconsciemment, j'avais gommé toutes les difficultés. Ils savaient quand est-ce qu'ils avaient les contrôles, donc ils les travaillaient la veille, ça se passait bien et une semaine après, tout était oublié. Là, en passant en classe inversée par projet, en fait, c'est eux qui se posent les problèmes, c'est eux qui m'appellent, ils ont besoin de moi. S'ils n'ont pas besoin de moi, je ne vais pas les voir. Et s'ils sont bloqués et qu'ils ne m'appellent pas, ils n'ont rien. Donc, ils sont obligés de formaliser leurs problèmes, de m'appeler et de m'expliquer ce qui leur manque. Donc, il faut qu'ils expriment leurs besoins. Et ensuite, s'instaure une discussion dans laquelle je vais les faire réfléchir. Donc, il ne s'agit pas de leur donner la réponse. Je vais leur dire, cette problématique-là, si tu regardes le cours, si tu regardes telle vidéo, c'est expliqué à ce moment-là. Tu la regardes, et puis si vraiment tu ne comprends pas, tu me rappelles, mais d'abord tu regardes. Et donc, en fait, au bout d'un moment, ils arrêtent de m'appeler à tout bout de champ, et ils se disent, mais ce qui va me répondre, c'est regarde le cours, regarde tel chapitre, et donc ils y vont. Et donc, ça leur apprend à aller chercher la ressource là où elle se trouve. Intéressant. Voilà. Merci. Véronique, tu as une autre question, je crois. Oui, merci beaucoup. J'ai une question par rapport au groupe. Donc, tu fais des groupes de 4 personnes. Est-ce que tu penses que c'est bien de garder le même groupe sur plusieurs projets? Moi, je ne le fais pas parce qu'en fait, la crainte, ce serait qu'ils se disent, moi, je vais faire le projet 1, toi, tu fais rien. Puis toi, ensuite, tu feras le projet 2 et je ferai rien, etc. On a des étudiants qui, parfois, aiment bien bidouiller. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui est meilleure,
J'estime qu'ils doivent être capables de travailler avec n'importe qui. Donc des personnes qui sont leurs copains, qui ne sont pas leurs copains, à qui ils ont parlé, à qui ils ne parlent jamais, qui ne connaissent pas, sur lesquels ils ont des a priori. Et dans la vraie vie, ils auront à travailler avec des gens qu'on leur imposera. Et donc, ça permet d'avoir un brassage. Et au final, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ouais, je suis d'accord. Mais comme moi, je serais sur des petits projets d'environ 6-8 heures, mais même, effectivement, ce brassage est important. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas perdre de temps sur la composition des groupes, en fait. Ah non, surtout pas. C'est très chronophage. Et qui est le planificateur, qui est le rapporteur. Donc, il faut que je trouve un système de tableaux, tu vois, pour qu'ils puissent se mettre les uns avec les autres. En fait, avant même le début du projet, ils savent que sous Moodle, parce qu'ils me connaissent maintenant, donc ils savent que sous Moodle, ils vont trouver les groupes, et ils vont trouver qui est rapporteur, qui est planificateur. Tu composes. Voilà. C'est toi qui imposes le truc. C'est moi qui impose. Et ils savent que la semaine d'après, on décale d'un cran. Ils savent dans quel ordre ça va passer. Et donc, en fait, toute l'organisation est déjà mise en place. D'accord. Parce que le planificateur et le rapporteur changent toutes les semaines. C'est pas par projet. Ah, d'accord. Oui. Ils changent toutes les semaines. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont passés, tous les rôles se décalent d'un coup. Ah, ok, super. C'est ça qui est important aussi, parce qu'on en parlait chez Erwan, c'est que ça évite aussi l'effet de paresse sociale. En fait, en gros, on remarque que dans des groupes d'étudiants, souvent, il va y en avoir un ou deux qui sont vraiment très actifs. Il peut y avoir quelques-uns qui sont en mode de paresse sociale, entre guillemets, qui travaillent moins. Et là, du coup, dans le fait d'avoir un rôle tournant, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est la grande originalité aussi de ton dispositif. C'est que ça tourne. C'est pas un rôle, une bonne fois pour toutes. C'est que tout le monde va devoir passer quelque part devant Erwan au moins une fois, du coup, une fois par mois, j'imagine, à peu près. Enfin, oui, sur un projet de 42 heures, je les vois 3 ou 4 fois. Voilà, donc il faut qu'il s'explique individuellement. Ça veut dire qu'Erwan a un contact privilégié avec tous au moins 4 fois. Donc voilà, ce qui permet d'éviter justement ce biais-là et de les responsabiliser, quoi. Ça, je trouve que c'est vraiment une grosse plus-value du dispositif. Pierre, du coup, peut-être que tu avais une intervention. Oui, c'est ça. Oui, justement, j'avais une question sur ces rôles tournants. Et effectivement, j'expérimente aussi ça. Je trouve ça intéressant. Mais je voulais savoir si tu constates pas des fois des tensions qui se créent dans le groupe où ils vont coacher celui qui va devoir être le rapporteur. Parce que dans le groupe, en fait, il y a peut-être un étudiant qui est moins à l'aise à l'oral. Donc ça, c'était un petit peu sur le fonctionnement, si ça ne crée pas des tensions dans le groupe, puisqu'il y en a qui finalement va faire une restitution et qui va produire une note pour l'ensemble du groupe. Et la deuxième question, finalement, j'étais pas sûr de comprendre. Je voulais savoir si, donc j'ai compris que tu avais 9 groupes de 4 étudiants, mais est-ce que c'est le même projet pour tous les groupes? Oui, donc je réponds d'abord à la deuxième question. Oui, c'est le même projet. Alors parfois, les applications numériques sont différentes. Mais en fait, je n'ai pas de problème de plagiat parce que l'étudiant vient s'expliquer en tête-à-tête. Et un étudiant qui n'a pas compris et qui n'a fait que copier, il passe 10 minutes très, très, très désagréables. Et la fois d'après, il ne recommence pas. Donc, j'ai aucun problème de plagiat. Après, c'est de l'entraide. Je leur dis, mais aidez-vous les uns les autres. Si vous êtes capable de vous approprier ce que vous a expliqué votre collègue, moi je dis bravo. Ça veut dire que votre collègue, il a bien compris, il est pédagogue, et que vous avez posé les bonnes questions jusqu'à ce que vous ayez compris. Donc l'entraide, aucun souci. Plagiat, quasiment impossible parce qu'ils sont coincés lorsqu'ils doivent rapporter en face de moi, en tête-à-tête. Donc ça, c'est la deuxième question. Et la première, j'ai déjà oublié... C'était l'organisation dans le groupe Oui. Alors, il y a un rapporteur qui va produire une note pour tout le monde en quelque sorte, si j'ai bien compris. Alors, en fait, ils s'entraident parce qu'ils savent que la note est commune pour tout le groupe et il y a énormément de bienveillance. La seule fois où il n'y a pas de bienveillance, c'est lorsqu'il y a un étudiant qui ne joue pas le jeu et qui ne travaille pas. Donc là, effectivement, ça crée des tensions au sein du groupe et ça remonte assez vite.
Donc là, c'est un entretien en tête-à-tête avec celui qui fait pas sa part du boulot, et puis on s'explique. Donc il peut avoir des bonnes raisons. Dans ce cas-là, je vais expliquer au groupe que actuellement c'est difficile pour lui, mais ça peut s'expliquer. Ou alors il a de mauvaises raisons, et je lui dis deux possibilités. Soit tu te remets à jour avec tes collègues, tu fournis le travail qu'il faut, soit tu passes tout seul dans le groupe. Et là, ça calme tout de suite les velléités. Et non, c'est vraiment très rare. Il n'y a pas franchement de problème. Il y a une grande bienveillance au sein du groupe. Véronique, du coup, tu avais une autre question. Oui, pardon. J'ai une question par rapport au rapport d'activité personnelle que tu demandes à chaque séance. Est-ce que j'ai pas… Oui, c'est ça. Alors, pas à chaque séance. En fait, ils écrivent leur rapport d'activité à chaque fois qu'ils travaillent sur le projet. C'est-à-dire qu'à la fin d'une séance, effectivement, ils vont rédiger un petit paragraphe. Mais quand ils travaillent chez eux, ils vont aussi rédiger un petit paragraphe en mettant donc la date, ce qu'ils ont fait, donc un descriptif, les problèmes qu'ils ont rencontrés, les solutions qu'ils ont mis en place pour résoudre ces problèmes, et puis le temps qu'ils ont passé. Et moi, je vais regarder leur rapport. En fait, en général, c'est lorsque le rapporteur vient, dans la foulée, je lui demande de montrer son rapport d'activité. Et là, donc, j'ai 4 semaines à peu près à voir avec lui sur ce qu'il a fait. D'accord. Ok, c'est quand il prend le rôle de rapporteur, c'est là où tu regardes son rapport d'activité. Voilà. Alors, si j'ai un petit peu plus de temps dans une séance, comme c'est sur un drive, j'ai aussi accès aux autres rapports d'activité des autres membres de l'équipe. Donc, je peux aller regarder. Et quand je suis un petit peu plus serré au niveau du temps, je regarde que celui du rapporteur. D'accord. Mais je leur dis que je peux aller le regarder à n'importe quel moment. Comme ça, ils le mettent à jour au fur et à mesure. Merci. J'avais envie que peut-être tu nous dises un peu plus ton ressenti. Alors, tu en as parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui vraiment, ce qui pourrait aussi motiver des personnes à avoir cette démarche-là? Toi, en termes de ressenti, comment tu te sens par rapport à aujourd'hui, par rapport à avant, je dirais, par rapport à tes cours, en termes d'énergie dépensée, je dirais, en termes de motivation? C'est toi un des points un peu subtils peut-être que je te demande, mais peut-être pour peut-être intéresser aussi des personnes qui ne se lanceraient pas dans ce type d'aventure. Réellement, j'ai changé de métier. Je fais plus de cours devant une classe complète, donc j'ai plus du tout ce rapport prof-élève. J'ai un rapport privilégié parce que je m'assois au même niveau que les étudiants. Je m'assois au sein du groupe, je discute avec eux, et c'est vraiment des discussions ouvertes. On va discuter technique, on va discuter sur des points qui sont des points théoriques qui sont assez ardus, assez complexes. Ils vont me proposer des solutions auxquelles j'ai pas pensé, et là on va réfléchir ensemble. Et donc je vais leur proposer en fait ma méthode de réflexion. Je vais leur montrer, voilà, vous me proposez ce problème-là, j'y ai pas réfléchi avant, vous venez de me le proposer en direct, et donc on va faire l'analyse ensemble. Et donc ils voient comment on analyse une solution proposée. Et si leur solution est bonne, eh bien je leur dis bravo, j'y avais pas pensé, mais c'est une excellente solution, on va continuer comme ça. Et sinon, on voit ensemble où est-ce que ça pêche et où est-ce que ça bloque. Finalement, même toi, tu apprends plus quelque part, ça développe aussi tes compétences. Oui, moi ça m'a permis en fait de voir où étaient les problèmes des étudiants. Où est-ce qu'ils bloquaient, sur quoi ils bloquaient. Et donc, ça m'a permis ensuite, au niveau du cours, soit de changer un chapitre, soit de rajouter une vidéo, rajouter des points importants. Parce qu'en fait, lorsqu'on fait juste une évaluation écrite, eh bien, on n'a pas ce ressenti. C'est ce qu'on avait parlé, donc c'est ce dont on avait parlé à Médiane sur l'alignement pédagogique. En fait, le fait d'avoir une évaluation et puis un rapport oral avec les étudiants, ça permet systématiquement de remettre au bon niveau la discussion technique et puis les compétences visées. Et peut-être j'ai l'impression qu'il y a plus d'humains finalement dans ce dispositif. Oui. Alors, le résultat en fin est assez probant dans la mesure où tant que les étudiants n'ont pas compris, eh bien, ils vont me demander, ils vont reformuler leurs questions, et à la fin, ils ont tous compris. C'est pour ça que j'ai des bonnes notes.
Alors des collègues me disent, ouais, évidemment, ils sont en mode projet, ils ont des bonnes notes. Je leur dis, mais oui, mais il n'y a pas de secret. Pourquoi ils ont des bonnes notes? Parce que je suis avec eux sur 42 heures, j'ai 42 heures que pour eux. Intégralement. Tout mon temps, c'est pour eux. Ok, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques avant de clôturer? J'ai peut-être encore une dernière question parce que j'essaye d'adapter par rapport à mon public. Qu'est-ce que tu en penses, Erwan, si en début de séance, tu présentes ton sujet, ta problématique, mais sans donner les points de cours dont ils auront besoin, mais qu'ils puissent avoir une base après où ils ont tout le cours, mais sans donner très précisément pour telle étape, donner les indices d'outils nécessaires pour répondre à ces sous-thèmes. D'accord. Alors, je ne donne pas ces indices. Hein. Non, je donne une trame de progression dans le projet. Ouais. Je leur dis que c'est à titre indicatif. Ouais. Ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, ils ont le cours ressources, mais ils ne savent pas dans quel chapitre se trouve la réponse. C'est à eux d'aller découvrir, c'est à eux de le faire, ce travail-là. D'accord, parce que moi, dans mes cours, je ne peux pas. Il faut qu'ils aient forcément la ressource à côté. Mais ce n'est pas grave. Je vais adapter, il n'y a pas de problème. J'avais une question un petit peu outil, par curiosité. Tu dis que tu fais des vidéos. Tu utilises quoi comme outil pour faire des vidéos pédagogiques? Quelle est ta méthode? Alors, c'est assez artisanal. C'est-à-dire que, en fait, je fais un brouillon, j'écris tout au tableau, donc au tableau blanc, et ensuite je me filme en plan fixe et je fais donc le descriptif de ce que j'ai écrit au tableau. Super intéressant. Est-ce que ce serait possible d'avoir tu partagerais une vidéo comme ça Bien sûr, ouais. Mais j'ai ma chaîne YouTube. Ah bah voilà, faut faire la publicité là. Mais qui s'appelle Mécatro Bien. Mécatro Bien. D'accord. Voilà. Bah, écoute, je mettrai ça dans les liens du coup. Je mettrai également le lien vers ton LinkedIn, c'est comme ça, et puis éventuellement vers ton profil Carte au Talent. Oui, Carte au Talent. LinkedIn, j'ai pas. Où les gens, alors tu as, mais c'est peut-être pas complètement bien rempli. Non, c'est pas bien rempli. Effectivement. Et donc sur Carte au Talent, je mettrai également le lien vers ton profil pour les gens qui veulent te contacter justement. Oui, bien sûr, avec toutes tes coordonnées, etc. Avec grand plaisir. Non, en tous les cas, c'était vraiment super intéressant. Merci Erwan pour cette présentation. Merci à vous d'y prêter attention parce que c'est pas tous les jours. Non, mais ça donne envie, hein. Franchement, ça donne envie. Et moi, je suis aussi un peu enseignant à Rennes 2 notamment, et je me suis mis à faire justement un petit portfolio aussi avec des étudiants comme ça. D'accord. On avait échangé là-dessus, et plus sur un mode projet également, ça me semble plus intéressant. Donc voilà, peut-être que d'autres personnes vont être inspirées par rapport à toutes ces pratiques-là. Donc c'était un webinaire proposé, je rappelle, par la cartographie des talents pédagogiques. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site cartotalent.fr, hein, comme ça vous serez au courant des prochains webinaires. Et puis, du coup, Erwan, encore une fois, merci beaucoup. Merci à tous les participants pour les questions qui étaient super intéressantes. Oui, alors j'ai une petite question. Comment tu écris le nom de la chaîne YouTube? C'est Mécatro et ensuite Bien. Alors, je vais le mettre dans le chat, du coup. Est-ce que peut-être que tu peux écrire dans le chat pour les personnes? Oui. Alors après, j'ai un tout petit doute. Si j'ai 30 secondes. Vas-y, je t'en prie. On a le temps, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça. Mécatro, donc M-E-C-A-T-R-O. C'est la contraction de mécatronique. Et plus loin, Bien, B-I-E-N. Alors, je l'écris en même temps dans le chat. Mécatro, Bien. Parfait. Écoute, comme ça, on verra tes vidéos. Mais parfois, le plus artisanal, c'est parfois le plus pertinent aussi. Moi, là-dessus, il n'y a pas de… Ok, c'est chouette. Je suis curieux en tout cas d'aller voir. Merci à tous encore une fois. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'essaierai d'organiser un prochain webinaire, sans doute dans 2 semaines, je pense. 2 ou 3 semaines. J'essaie d'avoir un cycle comme ça toutes les 2 semaines, si je peux. Et puis, du coup, excellente journée à tous. Excellent vendredi. Excellent week-end qui va suivre, évidemment, le fameux vendredi. Voilà. À très bientôt, tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.